Le soleil descendait lentement derrière les collines, répandant une lumière douce qui mettait en relief les pagnes et les visages du petit hameau où vivait le vieux berger. Le vent du soir portait avec lui l'odeur de la terre chauffée, du lait caillé et des feuilles sèches, une odeur familière, comme un mot ancien que tout le village connaissait par cœur. C'était un endroit où les maisons dormaient encore, tièdes de la journée, et où l'on apprenait tôt à lire le monde avec les yeux du cœur. Le vieux berger, homme aux mains larges et aux pas mesurés, avait recueilli 2 filles après la mort de leurs parents. Il les avait élevées comme s'il les avait tirées de son propre sang. On les appelait Dany et Farah. Elles grandirent sous la même paillote, partagèrent la même soupe, les mêmes histoires autour du feu, et pourtant la différence entre elles était profonde. Comme la différence entre la rivière calme et l'orage qui gronde au loin. Dany était douce. Sa voix était un ruisseau clair au matin. Elle ne brusquait rien. Elle souriait sans prétention, et ses mains savaient apaiser la laine des chèvres, tresser des cordes et panser une blessure avec la même attention. Elle saluait les anciens avec respect, aidait la vieille voisine à porter son fagot et offrait sans bruit une portion de pain à l'enfant affamé. Ceux qui la rencontraient l'appelaient « fille au sourire tranquille », comme si sa bonté était une bénédiction que l'on ne souhaitait pas troubler. Farah, en revanche, portait l'arrogance comme on porte un collier brillant, avec ostentation, sans y croire vraiment. Elle riait fort et se moquait facilement. Quand Dany s'agenouillait pour ramasser une pièce tombée, Farah la traitait d'ennuyeuse. Si une vieille femme passait lentement sous le soleil, Dany l'appelait « maman ». Farah la taquinait, la pressait d'avancer, se moquait de ses pas lents, comme si la rapidité était une vertu et la patience une faiblesse. Elle aimait les miroirs, les compliments et le bruit des applaudissements. Elle ne comprenait pas pourquoi une vie simple pouvait contenir tant de paix. Le vieux berger, homme de peu de mots, observait les 2 sœurs. Il les aimait sans équilibre, avec la même tendresse pour chacune. Mais il savait que la route de la vie donne à chacun ce qu'il sème. Il les instruisait aux petites choses. Comment lire la langue d'un ciel sans nuages? Comment cacher une douleur pour la calmer? Comment reconnaître le chant d'un oiseau qui annonce la pluie? Il leur répétait souvent comme un refrain. Le monde regarde. Il rend ce qu'on lui donne. Un soir de séchage, alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel, un gémissement se fit entendre près du bosquet qui bordait la terre du berger. On y trouvait souvent des animaux fatigués ou des voyageurs perdus. Dany tendit l'oreille. Farah eut un sourire impatient. « Si c'est une bête, dit-elle, je ne veux pas m'embêter. Laisse-moi tranquille. » Mais Dany, sans attendre, courut vers le bruit. Là, entre 2 broussailles, gisait un chien blanc, frêle comme une branche cassée. Son pelage, autrefois brillant, était sale et enchevêtré. Il respirait avec peine. Ses pattes témoignaient d'un long voyage. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une intelligence étrange, comme s'il savait plus que le visible. Le chien avait l'allure d'un animal qui n'appartient pas seulement au village. Les anciens murmurèrent parfois que certains chiens, blancs comme la lune, étaient des messagers du monde des esprits, des juges déguisés en compagnons. « Pauvre bête !» murmura Dany. Sans frapper, elle approcha, la main lente, la voix douce. Elle découvrit que la bête tremblait de froid et de peur. Elle sortit un pagne propre, dégagea la boue des membres, mouilla doucement un linge et tacha la blessure à la hanche. Le chien se laissa faire. Il posa sa tête sur les genoux de Dany comme on confie un secret à une oreille fidèle. Farah, qui les observait, plissa les lèvres. « Pourquoi perdre ton temps ?» demanda-t-elle à demi-voix. « Cette misérable ne mérite même pas une goutte de notre eau. Elle ne nous rapportera rien. » Puis, comme si l'énervement la dérangeait, elle se leva et alla se mirer dans l'eau du puits, arrangeant son pagne. Dany continua sans répondre. Elle remplaça la bande, offrit du lait et resta auprès du chien jusqu'à ce que sa respiration s'apaise. Le berger, qui était revenu du champ à l'allure lente comme toujours, regarda la scène. Il s'assit, posa sa main fripée sur la tête du chien et dit « Il a parcouru un long chemin. Il n'est pas seulement blessé, il est perdu. Nous ne pouvons pas le laisser. » La décision fut prise. Le vieux berger prit le chien chez lui. On le nourrit, on le fit dormir près du foyer. Jour après jour, la bête reprit des forces. Elle était reconnaissante. Mais pas de cette gratitude simple qui se tait. C'était une reconnaissance, qui regardait au-dedans comme pour rendre le cœur meilleur. Le village remarqua vite que ce compagnon, nouvellement guéri, avait quelque chose d'autre, une dignité muette, une patience presque humaine. Les enfants vinrent le caresser. Les femmes le trouvèrent sur leur seuil, comme une sentinelle douce. Farah, cependant, se montra plus dure que jamais. Elle charriait la présence du chien d'un ton moqueur. « Il n'a rien de spécial, » disait-elle. « Rien que de la poilure et des os. Je ne vois pas pourquoi il doit rester. » Elle usait d'un langage piquant avec la vieille voisine qui venait le nourrir.
Elle volait de petits morceaux de pain et les jetait ensuite pour rire. À la moindre parole, elle relevait la tête, fière comme une reine. Pourtant, malgré ses reproches, elle accepta lorsque le vieux berger proposa de partager la tâche. Celui qui veillera sur lui aura une part de pain supplémentaire. Farah, qui voyait déjà dans cet arrangement une occasion de montrer qu'elle était indispensable, se proposa aussitôt. Dany hésita un instant, puis sourit et dit « Je m'occuperai de courir pour l'eau ». Elle aimait les petits devoirs. Il lui semblait des prières faites en gestes. Les jours passèrent. Le chien, que le berger appela simplement Koto, suivait Dany dans ses tâches. Se levait près d'elle pendant qu'elle tressait des cordes et écoutait quand elle parlait aux plantes. Koto la regardait comme si chacune de ses paroles était un trésor. Avec Farah, il restait d'abord distant. La jeune fille le taquinait, le fuyait, lui lançait des cailloux par jeu. Koto se retirait, le regard triste mais sans rancune. Le village, qui avait ses coutumes, observait. Certains disaient dans un murmure « Prends garde ». Les choses qui semblent faibles cachent parfois une force. D'autres, plus sceptiques, riaient. Mais le vieux berger, lui, répétait encore « Soignez ce que vous pouvez. Ce monde rend ce qu'on lui donne ». Une nuit, après un repas silencieux, alors que la lune était haute, Koto se leva, posa sa patte sur le genou du berger et jappa doucement, comme pour demander. Le vieil homme comprit. Il se leva, s'habilla d'un pagne et alla avec le chien au bord du bosquet. Là, sous les étoiles, la bête leva le museau et hurla une fois, longuement, un cri qui semblait appeler quelque chose de lointain. Puis elle revint poser sa tête, apaisée. Le vieux berger murmura « Il a fait sa part. Il a franchi la douleur. » Au matin, Koto se montra différent. Il revenait parfois au hameau avec un petit collier de cordes autour du cou, un collier simple tressé avec soin, où pendait une perle blanche. Il l'apportait à Dany, le déposait comme un présent d'enfant, comme une offrande silencieuse. Dany accepta en rougissant et le plaça près du feu. Elle sentit que ce n'était pas seulement un objet, c'était une promesse. Farah, voyant cela, cracha presque. « Tu te prends pour une reine », dit-elle, mais sa voix tremblait un peu. L'image de Koto qui choisissait Dany la piquait. Elle aimait être choisie. Elle aimait qu'on la regarde. Elle ne supportait pas d'être ignorée par un être qu'elle jugeait inférieur. Le village semblait respirer différemment. Et dans l'ombre, les anciens repensaient aux histoires que leurs grands-parents contaient autour des feux, des histoires où les animaux blancs ne sont jamais de simples bêtes. Certains murmurèrent « Si les esprits prennent forme, ils voient plus clair que nous. Ils sentent le cœur. » La vie reprit son cours, mais un léger frisson de destin s'était installé, comme une note jouée dans le silence avant l'orage. Chacun continua ses gestes. Dany continuait d'offrir son pain en silence. Farah continuait de trépigner, exigeant reconnaissance. Le berger, patient, observait. Le monde, invisible, préparait ses réponses. Les jours se succédèrent, portés par le parfum de l'herbe sèche et le murmure, du vent qui glissait entre les collines. Le village vivait comme toujours, mais quelque chose avait changé. Imperceptiblement d'abord, puis clairement pour ceux qui savaient observer, Koto, le chien blanc, n'était plus seulement un visiteur. Il était devenu un signe, un souffle, un témoin du cœur de chacun. Le vieux berger, qui avait toujours gardé un silence sage, s'approcha un matin des deux filles et dit « Le monde est vaste, mes enfants. Il est temps de sortir, même un peu, pour apprendre ce que je n'ai pas su vous enseigner. Les chemins parlent autrement que les paroles des hommes. » Dany l'écouta, les mains jointes, un respect profond dans les yeux. Farah leva les yeux au ciel. « Tu veux nous envoyer dehors ?» souffla-t-elle, presque amusée. « Oui, » répondit le berger. « Vous devez faire une course pour moi dans le village voisin. Là-bas, vous trouverez des gens qui auront peut-être besoin d'aide, et ce que vous ferez leur reviendra. » Farah tapa du pied. « Je veux bien y aller, mais je ne porte rien de lourd. Et je ne veux pas marcher trop longtemps. » Dany sourit doucement. « J'y vais avec toi. Je porterai ce que tu ne veux pas. » Le berger hocha la tête. Mais son regard se posa longuement sur Koto, qui suivait la scène avec une attention presque humaine. Il posa alors sa main sur la tête du chien et murmura quelque chose que les filles n'entendirent pas. Koto se redressa, le regard intense. Le départ eut lieu au lever du soleil. Le ciel était encore pâle, comme lavé d'eau claire. Les filles portaient chacune un petit sac. Dany, du pain, de l'eau et une couverture. Farah, un miroir, un pot de crème parfumée et un pagne qu'elle avait repassé avec soin. Elles prirent la route poussiéreuse, tandis que Koto avançait doucement à leur côté, comme une ombre fidèle. Le chemin traversait d'abord une grande plaine jaunie, puis une zone où la végétation se densifiait. Les oiseaux saluaient le matin de leur chant. Dany observait chaque détail avec émerveillement, comme si la nature avait un langage qu'elle voulait apprendre. Farah, elle, soupirait à chaque tournant. Au bout d'une heure de marche,
elles croisèrent une vieille femme penchée sur le côté du chemin, essayant de redresser un panier trop lourd pour elle. Dani accourut immédiatement. « Maman, laisse-moi t'aider », dit-elle en posant doucement la main sur le panier. « Oh, ma fille, Dieu te bénisse », murmura la vieille femme essoufflée. Dani l'aida à porter le panier sur quelques mètres, jusqu'à son petit abri de feuilles. Farah, restée derrière, commenta d'une voix lasse. « On va arriver en retard. Pourquoi aider tout le monde? Tu n'es pas une sainte. » La vieille femme détourna les yeux vers Farah, un regard long, sombre et lourd de quelque chose qui dépassait le simple reproche. Puis elle fixa Koto qui la regarda en retour. Le chien inclina lentement la tête, comme pour dire qu'il comprenait ce qu'elle ne disait pas. Elles reprirent la route. Plus loin, elles virent un enfant pleurer au bord d'un sentier, la jambe écorchée. Dani prit le temps de nettoyer la plaie, de l'asseoir à l'ombre et lui donna un morceau de pain pour le calmer. Farah souffla bruyamment. « Encore, Dani, tu n'arrêtes jamais. On ne va jamais arriver. » Dani ne répondit pas. L'enfant la remercia, avec une telle reconnaissance qu'une chaleur traversa le cœur de la jeune fille. Koto, près d'elle, remua la queue doucement. La route continua ainsi, jusqu'à ce qu'elles atteignent enfin le village voisin. Le marché battait comme une grande respiration, plein de cris, de couleurs, de parfums entremêlés. Les femmes marchandaient, les hommes réparaient des filets, les enfants couraient entre les étals. À l'entrée du marché, sous un grand manguier, une vieille femme frêle tendait une calebasse vide. Sa peau était ridée comme un fleuve desséché, et ses yeux portaient la fatigue du monde. « S'il vous plaît, un peu de nourriture », murmura-t-elle. Dani s'arrêta aussitôt, le cœur serré. Elle ouvrit son sac et en sortit une petite portion de pain qu'elle avait gardée pour elle-même. « Tenez, maman, prenez aussi un peu d'eau. » Elle s'agenouilla, approcha la calebasse de la bouche de la vieille femme et lui donna à boire. La vieille dame trembla. Une larme glissa sur sa joue. « Que le ciel te regarde avec douceur, ma fille, » murmura-t-elle. Farah arriva juste après. Elle fixa la vieille femme de haut, puis éclata de rire. « On n'a même pas assez pour nous et tu veux encore quémander? Vieille comme tu es, tu peux mourir demain. Pourquoi gaspiller notre nourriture ?» La vieille femme observa Farah longuement, comme si elle pesait le poids de ses paroles. Ses yeux un instant se firent sombres, très sombres. Koto, à côté d'elle, grogna légèrement, un grognement grave, presque chuchoté. Farah ne comprit rien. Elle passa son chemin en secouant la tête. Dani, elle, resta une seconde de plus près de la vieille femme. Le regard de celle-ci semblait sonder quelque chose en elle, comme si elle cherchait la vérité au fond de son âme. Puis la vieille femme prononça d'une voix très faible « Va, ma fille, le monde te rendra ce que tu donnes. » Dani hocha la tête. Les deux sœurs passèrent alors à travers le marché, chacune dans une direction différente. Farah chercha du travail, hurlant presque. « Qui embauche ? Je suis forte, je suis rapide, je sais travailler. » Mais les commerçants secouèrent la tête. « Non, pas de place. On ne te connaît pas. Reviens plus tard. » Dani, elle, aidait parfois à porter un panier, parfois à replacer une marchandise renversée. Les commerçants la remerciaient chaleureusement. Le soleil finit par descendre, teintant le marché de lumière orangée. C'est alors que la vieille femme du manguier se leva lentement, s'appuyant sur son bâton. Elle se dirigea vers une petite maison au bout du marché. Koto la suivit. Puis, quelques instants plus tard, Dani, sans comprendre pourquoi, sentit son cœur attiré vers le même chemin, comme si quelqu'un murmurait son nom. Farah, elle, décidée à trouver un endroit où dormir, suivit aussi la vieille femme quand elle la vit passer. Par peur, par fatigue, par solitude. Deux sœurs, deux cœurs, deux chemins qui semblaient ne se séparer, mais qui, sans le savoir, s'apprêtaient à mener au même seuil, le seuil où le destin les attendait, et où Koto, le chien blanc, ne les quittait pas des yeux. La maison vers laquelle la vieille femme avançait était petite, faite de terre rouge, entourée d'un jardin sec où quelques plantes survivantes tentaient de lever la tête vers la lumière. Le toit était couvert de feuilles tressées, et une jarre fendue reposait près de la porte. Rien, absolument rien, ne laissait deviner que cette case modeste cachait quelque chose de plus ancien, de plus puissant, de plus grave que n'importe quelle demeure du marché. Dani marcha lentement derrière la vieille dame, guidée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle sentait juste. Le chien blanc, Koto, ne quittait pas ses talons, comme un gardien silencieux. Ses yeux clairs veillaient sur la jeune fille avec une intensité presque surnaturelle. Farah, de son côté, suivait la vieille femme à distance. Elle n'avait ni humilité ni douceur, seulement la peur d'être seule à la tombée du jour. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle tremblait. Le marché fermait. Les commerçants rentraient chez eux. Les enfants disparaissaient derrière les portes. La nuit arrivait, froide, imprévisible, pleine de dangers. Alors, même si elle l'avait insultée quelques heures plus tôt, Farah accéléra quand elle vit la vieille femme s'éloigner. « Hé !»
lança-t-elle d'un ton brusque. La vieille dame ne répondit pas. Elle avançait, lente et courbée, chaque pas semblant peser plus que le précédent. Dany arriva la première au seuil. La vieille femme posa sa main tremblante sur la porte. « Entre, ma fille. » Dany hésita un instant. « Maman, êtes-vous certaine ? Je ne voudrais pas vous déranger. » La vieille femme la regarda, et dans ses yeux il y avait une douceur profonde, mais aussi une connaissance, comme si elle voyait à travers les murs du cœur. « Tu n'es pas un dérangement, » murmura-t-elle. « Tu es une réponse. » Dany entra. La case était simple mais propre. Une natte fine couvrait le sol. Une petite lampe à huile éclairait l'endroit d'une lumière chaude. Sur un tabouret reposait un panier recouvert d'un tissu blanc. Une odeur d'herbe ancienne flottait dans l'air, presque comme une prière silencieuse. La vieille femme montra un coin. « Tu dormiras ici. Tu es en sécurité. » Dany hocha la tête en remerciant. Elle posa son sac, lissa doucement la natte et sentit son cœur s'alléger, comme si un poids invisible venait de tomber. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Farah entra, haletante, la voix tremblante mais cachée sous une couche d'arrogance. « Maman, s'il vous plaît, laissez-moi dormir ici aussi. C'est juste pour une nuit. Je n'ai nulle part où aller. » La vieille femme la regarda longuement, très longuement. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient sonder chaque souvenir de Farah, chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque mépris qu'elle avait craché. Puis elle soupira. « Entre !» Farah entra sans dire merci. Elle passa à côté de Dany sans même la regarder. Elle s'installa sur la deuxième natte, comme si elle y avait droit depuis toujours. Puis elle s'écroula, épuisée. La vieille femme se redressa. « Dormez. Demain vous apportera ce que vous méritez. » Il y avait dans sa voix une gravité qui fit frissonner Dany. Koto, couché près de sa natte, leva les oreilles, comme s'il comprenait mieux que les humains. Le lendemain, Dany se réveilla avant le soleil. Elle se leva, balaya la cour, lava la jarre, chercha de l'eau au ruisseau, rapporta de quoi boire et même quelques feuilles fraîches pour préparer une infusion. Elle nettoya la case, rangea les nattes, essuya la poussière, puis se tourna vers la vieille femme. « Maman, pouvez-vous me montrer comment vous préparez vos remèdes ? Je veux apprendre pour vous aider. » La vieille dame esquissa un sourire rare. « Ma fille, ce que tu touches devient léger. Ce que tu dis est clair. Viens. » Elle lui montra les plantes suspendues, les racines séchées, les bols en argile. Dany écoutait attentivement, la tête inclinée, le respect dans les yeux. Koto se glissa près d'elle, comme s'il reconnaissait quelque chose d'important dans cette scène. Farah, elle, dormait encore. Dort comme si le monde lui appartenait. Quand elle finit par s'éveiller, elle bâilla, jeta un regard dédaigneux autour d'elle et appela. « Maman, on mange quoi ce matin ?» La vieille femme la regarda. « Rien n'est encore prêt. Tu peux aider. » Farah éclata de rire. « Moi ? Aider ? Avec quoi ? Vous avez déjà ma sœur pour tout faire. » Elle se leva enfin, marcha vers la porte, poussa Koto du pied et sortit sans un mot. Koto la fixa, oreille baissée, comme si le chien ressentait un froid venu de l'intérieur de la jeune fille. Les jours passèrent. Dany travaillait, douce, attentive. Farah insultait, boudait, chassait, Koto avec un bâton et volait des petites pièces que la vieille femme gardait près de son tabouret. La vieille dame observait chaque geste, chaque parole. Parfois elle pleurait en silence, les mains tremblantes, mais elle ne disait rien. Le monde, disait-elle souvent, parle mieux que nous. Un an passa, un an de bonté silencieuse pour Dany, un an d'arrogance pour Farah. Puis un jour, alors que Dany nettoyait un pot d'argile, quelque chose glissa de derrière. Un petit objet brillant, rond comme une goutte de lune. Un diamant. Dany sursauta. Elle le ramassa avec précaution et le posa dans le pot. « C'est ta maman », murmura-t-elle. Le même jour, dans l'autre case, Farah fouillait pour voler. Elle soulevait les paniers, renversait des vêtements, bousculait les pots, jusqu'à ce qu'un diamant identique roule près de son pied. Elle l'attrapa immédiatement, les yeux brillants. « La chance ! Enfin !» Et elle le glissa dans son pagne. À cet instant précis, Koto, assis dans la cour, leva la tête et gémit doucement, un son triste, profond, comme un avertissement venu d'un ancien monde. La vieille femme entendit. Elle ferma les yeux longtemps. « Le destin a fait son choix », murmura-t-elle. Le lendemain matin, les deux sœurs se préparèrent à rentrer. Le soleil était encore bas, l'air frais, et les collines attendaient. La vieille femme appela Dany en premier. « Ma fille, mets-toi à genoux. » Dany obéit immédiatement. La vieille dame fouilla dans son pot, sortit le diamant que Dany avait remis et le plaça dans sa paume. « Voici ta récompense. Ta voix portera lumière et guérison. Tes paroles seront comme ce diamant. Elles brilleront et réchaufferont ceux qui t'écoutent. » Dany sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle serra la vieille femme dans ses bras. Puis la vieille dame appela Farah. « Où est le diamant que j'avais laissé dans ma case ?»
Farah haussa les épaules. « Comment veux-tu que je le sache ? Peut-être que tu l'as perdu, vieille. » La vieille femme se figea. Son visage devint grave. Son regard soudain changea. Profond, ancien, presque inhumain. Koto grogna, mais pas comme un chien, comme quelque chose d'autre. La vieille femme parla d'une voix qui n'était plus tout à fait humaine. « À partir de ce jour, ta bouche ne portera plus rien de bon. L'amertume sortira de toi comme tu l'as semé. Ce que tu as volé te sera repris. Et ton cœur récoltera ce qu'il a donné. » Farah souffla, se retourna brusquement et sortit sans même dire adieu. Elle ne se doutait pas que son destin venait de basculer. Les deux sœurs prirent la route vers leur village natal. Le soleil brûlait. La poussière collait à leurs sandales. Dani, malgré tout, souriait. « Farah, tu m'as manqué. Rentrons à la maison. » Farah éclata de rire. Un rire nerveux, un rire amer. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le chemin du retour semblait plus long qu'à l'aller. Peut-être parce que les deux sœurs n'étaient plus les mêmes. Peut-être parce que la route qui s'ouvre après un choix n'est jamais celle que l'on croyait connaître. Le soleil cognait fort, et la forêt qui les entourait semblait écouter, silencieuse, comme si elle savait qu'un destin venait d'être scellé. Dani marchait d'un pas tranquille, la tête légèrement inclinée, rêvant déjà au moment où elle retrouverait le vieux berger. Farah avançait vite, presque trop vite, comme si elle fuyait quelque chose. Sa respiration était courte, sa bouche sèche, ses yeux sombres. Elle n'adressait plus un mot à sa sœur, et quand elle en parlait, c'était pour se moquer. « Alors, Dani, dit-elle enfin d'un ton moqueur, tu crois vraiment que ce petit caillou vaut quelque chose ?» Dani serra doucement le diamant dans sa main. Il semblait chaud, comme s'il respirait. « Ce n'est pas un caillou, » répondit-elle calmement. « C'est une bénédiction. » Farah éclata d'un rire bruyant. « Une bénédiction ? Arrête. La vieille n'a même pas d'argent pour s'acheter une natte neuve. Tu crois qu'elle peut bénir quelqu'un ? Moi aussi j'ai un diamant. » Elle sortit le sien de son pagne. Mais au moment où sa main s'ouvrit, une douleur étrange traversa sa paume. Elle sursauta. Le diamant semblait froid, trop froid, comme un morceau de nuit solidifié. Elle referma sa main aussitôt, le souffle court. Dani ne dit rien. Elle savait que certaines choses ne se disent pas à voix haute. Le chemin continuait, sinueux, poussiéreux, jusqu'à ce qu'enfin elles arrivent à la clairière où la forêt s'ouvrait sur les collines. Là où leur route s'était séparée un an plus tôt, Dani se souvenait encore du moment. 2 chemins, 2 choix, 2 destins. Aujourd'hui, elles se retrouvaient au même endroit, mais leur cœur n'était plus aligné. « Nous y voilà », soupira Farah. « Oui », répondit Dani doucement. « C'est ici que nous nous sommes séparés. » Un silence lourd tomba. Puis, sans prévenir, Farah dit « Tu veux entendre mon histoire ?» Mais elle n'attendit pas la réponse. Elle commença à raconter, d'une voix sèche et tordue, en exagérant, en mentant, en insultant la vieille femme qu'elle traitait de sorcière faible ou de misérable folle. Elle se vanta d'avoir volé, d'avoir profité, d'avoir échappé à tout. Elle gonflait sa poitrine comme si elle avait gagné une bataille. Ses paroles sortaient d'elle comme des éclats de verre, tranchants, amers. Dani, elle, parlait peu. Elle décrivit sa vie paisible dans la case, le jardin qu'elle avait planté, les histoires que la vieille femme lui avait racontées au coin du feu. Elle parlait doucement, et chaque mot semblait porter une lumière faible mais constante. Elles marchèrent jusqu'au village. Et au moment où elles virent les premières maisons, une silhouette accourut vers elles, le vieux berger, essoufflé, les yeux tremblants. « Mes filles !» cria-t-il en les serrant dans ses bras. « Vous êtes enfin revenues !» Il les embrassa encore et encore, comme s'il craignait qu'elles s'évanouissent entre ses doigts. Puis il les conduisit à l'intérieur de la maison. « Racontez-moi tout. J'ai prié pour vous chaque jour. » Dani s'agenouilla près du feu. « Papa !» murmura-t-elle. « J'ai quelque chose à te montrer. » Elle ouvrit son sac, et un souffle d'air doux remplit la pièce. Un rayon de lumière tomba sur le sol, et soudain, des dizaines de diamants déferlèrent de son sac. Ils roulèrent doucement, rebondirent sur le sol, scintillèrent comme une pluie d'étoiles. Le vieux berger porta ses mains à sa bouche, stupéfait. « Par les cieux ?» Dani, ils se sont multipliés. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'est pas une récompense humaine. C'est la justice du monde. Dani pleurait aussi silencieuse. Elle sentit le poids de la bénédiction, pas comme un privilège, mais comme un fardeau d'humilité. Farah, elle, s'avança d'un pas vif. « Moi aussi !» dit-elle, excitée. « Ouvre bien les yeux, le mien sera encore plus grand. » Elle saisit son sac, l'ouvrit d'un geste triomphant. Et un rat en sauta, puis un autre, et un autre, et un autre. En quelques secondes, des dizaines de rats déferlèrent sur le sol, couinant, filant, grimpant sur les murs, renversant des calebasses. Farah hurla. « Qu'est-ce que c'est ?» Le berger recula, horrifié.
« Farah, ma fille, ce que tu as volé, ce que tu as blessé, ce que tu as insulté, c'est ce que tu vois là. » Farah recula, les yeux pleins de terreur. « Ce n'est pas possible. Pas possible. » Elle tenta de parler encore, d'insulter, de nier, mais chaque mot qui sortait de sa bouche se transformait, presque malgré elle, en aigreur, en venin, en méchanceté. Elle ne parvenait plus à dire un mot de douceur. Tout sonnait dur, tout sonnait noir. Dani voulut approcher sa sœur. « Farah, je peux t'aider. » Mais Farah la repoussa violemment. « Ne me touche pas, toi et tes bénédictions ridicules. » Le vieux berger baissa la tête. Il avait compris. La vieille femme n'était pas une simple vieille. Elle était un juge, peut-être même un esprit, ou quelque chose de plus ancien que les mots. Les jours passèrent. Dani investit ses diamants avec sagesse. Elle ouvrit un petit commerce de fleurs, utilisant les connaissances qu'elle avait apprises dans la case. Les gens venaient l'écouter parler juste pour entendre la paix dans sa voix. On disait que ses mots respiraient de la lumière. Farah, elle, devint indésirable. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, des insultes en sortaient, malgré elle. Les gens l'évitaient. Les enfants fuyaient. Son propre cœur était devenu son châtiment. Parce que dans la vie, personne n'échappe à ce qu'il porte en lui. Et quelque part, très loin, dans une maison de terre rouge au bout d'un marché, la vieille femme s'assit sur son tabouret, caressa la tête de Koto, qui n'était plus vraiment un chien, et murmura « Le monde rend exactement ce qu'on lui donne ». Quelques semaines passèrent, puis quelques mois. Le village, comme tous les villages, reprit son souffle. Mais quelque chose était différent. Les gens s'arrêtaient un peu plus longtemps devant la boutique de fleurs de Dani, non seulement parce qu'elle avait les plus belles plantes du marché, mais parce que sa simple présence adoucissait l'air. Quand elle parlait, même pour dire les choses les plus simples, ses mots semblaient danser légèrement, vibrer d'une chaleur douce. Certains disaient « Quand Dani te parle, tu sens ton cœur se reposer ». D'autres affirmaient avoir guéri de petites douleurs rien qu'en l'écoutant. Les anciens, eux, hochèrent la tête en silence. Ils savaient ce qu'était une parole bénie. Les enfants venaient près de sa boutique pour l'aider à arroser ses plantes. Les femmes lui demandaient conseil, non seulement pour cultiver la terre, mais aussi pour apaiser leurs couples et leurs soucis. Les hommes appréciaient son honnêteté et sa douceur. Dani ne refusait jamais d'aider. Elle ne changeait pas, malgré la richesse. Elle saluait toujours les anciens, partageait toujours son pain, remerciait toujours même lorsqu'on lui offrait peu. Et surtout, elle n'oubliait jamais la vieille femme. Certaines nuits, elle rêvait de son regard profond, de sa voix lourde de sagesse. Elle se promettait d'y retourner un jour, avec un cadeau digne de celle qui avait changé son destin. Farah, pendant ce temps, marchait seule. Les gens s'écartaient dès qu'ils la voyaient arriver. Pas par méchanceté, mais par instinct, parce qu'ils savaient que chaque mot qu'elle prononçait finissait par blesser. Les insultes sortaient d'elle malgré elle. Parfois, elle voulait simplement saluer quelqu'un. Mais sa bouche la trahissait. « Bonjour ?»« Devenez, va-t'en !»« Pardon » devenait « c'est ta faute »« aide-moi » devenait « vous ne servez à rien ». C'était comme si sa langue portait du feu, comme si sa voix avait été changée en poison. Elle tentait de se justifier, mais personne ne l'écoutait. Chaque jour, son cœur se remplissait d'amertume, comme une jarre trouée qui refuse l'eau mais retient la boue. Elle se disputait avec tout le monde, avec les femmes du marché, avec les enfants, avec les anciens, avec le berger lui-même. Un soir, elle revint à la maison en pleurs, même si elle tentait de cacher ses larmes. « Papa, je ne sais pas ce qui m'arrive », elle voulait dire ces mots. Mais ce qui sortit fut « Tu ne comprends rien, tu n'es bon qu'à prier ». Le berger ferma les yeux. Il savait qu'elle n'avait pas voulu dire cela. Il savait aussi qu'elle devait faire seule le chemin du retour vers elle-même. Les jours devinrent des semaines. Farah s'éloigna du village, incapable de vivre avec les regards, les murmures, les rires étouffés. Elle tenta de retourner au marché du village voisin. Mais là-bas aussi, les gens l'évitaient. À chaque pas, elle sentait comme une chaleur noire dans sa gorge, comme une présence, comme si ses mauvais choix avaient pris forme à l'intérieur d'elle. Un matin, elle décida d'aller revoir la vieille femme, non par humilité mais par colère. Elle voulait des réponses. Elle voulait reprendre ce qu'elle croyait mériter. Elle marcha longtemps. La poussière collait à ses pieds. Les oiseaux semblaient fuir son passage. Même le vent évitait sa peau. Quand elle arriva enfin au marché, tout semblait différent. Plus silencieux, moins coloré, comme si le monde retenait son souffle. Le manguier était toujours là. La petite maison de terre aussi. Mais la vieille femme n'y était plus. La porte était entrebâillée. La chambre vide, la natte rangée, comme si elle n'avait laissé derrière elle que le souvenir de sa présence. Farah sentit un frisson, un froid, une solitude si grande que son cœur sembla se contracter. Elle murmura « Maman, pardonne-moi ». Mais ce qui sortit fut « Veille sorcière, sors d'ici ». Elle mit ses mains sur sa bouche, effrayée.
Elle n'avait pas voulu dire ça. Elle n'avait pas voulu. Une ombre bougea derrière elle. Farah se retourna. Koto était là, le chien blanc, immobile. Ses yeux brillaient d'une lumière qu'elle n'avait jamais vue. Ni chien, ni esprit. Quelque chose entre les deux. Il la fixa, longuement, profondément. Farah sentit la vérité la traverser comme une lame douce et froide. Ce n'était pas la vieille femme qui l'avait maudite. Ce n'était pas le diamant qui l'avait transformée. C'était elle. C'était elle qui avait nourri son propre malheur. Elle qui avait sculpté sa propre punition. Elle qui avait planté les graines de ce qui la dévorait maintenant. Koto avança d'un pas. Farah recula, terrifiée. Non, pardon. Je suis désolée, Mais ses paroles se brisaient à la sortie, déformées par ce qu'elle portait en elle. Alors, pour la première fois, elle tomba à genoux. Elle pleura. Pas parce qu'elle souffrait, pas parce qu'elle était rejetée, mais parce qu'elle comprenait. La vérité était simple, tragique, implacable. Elle s'était punie elle-même. Pendant ce temps, Dani préparait un voyage. Elle voulait retourner au village voisin pour remercier la vieille femme. Elle avait une corbeille pleine de fleurs, un petit pagne neuf et un collier en graines brillantes. Le vieux berger lui demanda « Tu penses qu'elle sera là ?» Dani sourit doucement. « Même si elle n'y est plus, je veux lui rendre ce qu'elle m'a donné. » Elle serra le collier contre son cœur. Et quelque part, très loin, Koto levait les yeux vers le ciel, comme s'il surveillait deux chemins différents. L'un qui s'éclaircissait, l'autre qui se perdait. Mais leur histoire n'était pas encore terminée. Dani se mit en route le lendemain avant l'aube. Le soleil n'avait pas encore coloré l'horizon que déjà elle s'éloignait doucement du village. Sa corbeille de fleurs bien attachée, son pagne serré à la taille, et son pas tranquille, comme toujours. Le vieux berger l'accompagnait jusqu'au premier tournant du sentier, puis la laissa partir seule, le cœur gonflé d'une fierté qui lui mouillait les yeux. La rosée recouvrait encore les herbes. L'air était frais, doux, vibrant. Les oiseaux commençaient à chanter, et la lumière naissante donnait à la terre un éclat presque doré. Dani marchait sereinement, portant sur elle une paix que le monde semblait reconnaître. Son esprit était calme, son cœur était clair. Elle avait l'impression de revenir vers une amie. Elle ne savait pas encore que ce voyage serait plus que cela. Pendant ce temps, Farah errait sans but dans le marché du village voisin. Les gens la contournaient, certains par peur, d'autres par lassitude. Les enfants se cachaient derrière leur mère. Les commerçants se détournaient dès qu'elle approchait. Elle n'était plus vraiment accueillie nulle part. Elle avait dormi dehors, sous le manguier, le cœur lourd, les yeux gonflés, la bouche en feu. Elle n'avait même plus la force d'insulter, mais sa voix la trahissait encore. Quand elle essayait de dire « pardon », elle entendait sortir « vous ne valez rien ». Quand elle voulait dire « aidez-moi », sa bouche criait « laissez-moi tranquille ». Elle avait perdu le contrôle d'elle-même, comme si son cœur avait été percé et que seule la noirceur pouvait en sortir. Elle regarda les maisons de terre. Elle regarda la case vide où vivait la vieille femme. Elle voulut entrer, mais ses jambes tremblaient. Elle sentit soudain une présence. Koto, le chien blanc, se tenait devant la porte, immobile comme une statue sacrée. Il ne grognait pas, il ne montrait pas les dents, il observait simplement. Farah baissa la tête. Elle avait honte, honte de ce qu'elle était devenue, honte de ce qu'elle avait toujours été. Elle essaya encore une fois de parler. « S'il te plaît, laisse-moi voir, maman. » Mais ce qui sortit fut « Dégage, sale bête! Laisse-moi passer !» Elle éclata en sanglots, terrorisée par sa propre voix. Koto, lentement, sans colère, secoua la tête. Puis il recula. La porte de la case s'ouvrit toute seule, sans vent, sans main, juste, ouverte. Farah sentit son estomac se retourner. Elle entra, et là, dans un silence profond, elle comprit quelque chose. La vieille femme n'était pas partie. Elle s'était simplement retirée, comme un esprit qui n'a rien de plus à dire. La case était vide, mais l'air vibrait encore d'une présence, comme une trace, comme un parfum de sagesse. Farah s'agenouilla au centre de la pièce. Pour la première fois, elle se mit à parler, avec son cœur. Elle tenta de dire « Je suis désolée, je regrette, je veux changer ». Mais sa bouche refusa. Aucune de ses phrases ne sortit. Elle pleura jusqu'à ce que ses larmes forment presque un petit cercle sur la terre. Puis, épuisée, elle s'effondra. Pendant ce temps, Dani approchait du marché. Les vendeuses la saluaient avec chaleur. Les enfants couraient vers elle. Même les chèvres semblaient s'écarter pour lui laisser passer un chemin clair. « Dani, tu es revenue. Tu es toujours si douce. Montre-nous tes fleurs. » Elle souriait, remerciait, saluait les anciens comme si chacun était un trésor. Elle marcha jusqu'au manguier. Son cœur battit plus fort. La vieille femme n'était pas là, mais Koto l'était. Il s'approcha, tête inclinée, et posa sa patte sur le pied de Dani. Elle se mit instinctivement à genoux et le prit dans ses bras. « Koto, où est-ce maman ?» Le chien leva les yeux vers elle. Des yeux qui n'étaient plus des yeux de chien,
des yeux qui voyaient plus loin que le temps. Il tourna lentement la tête et fixa la petite case. Dany comprit. Elle se leva, elle entra à l'intérieur. La lumière filtrée par le toit éclairait la pièce d'une clarté douce. Elle vit la natte rangée, la jarre nettoyée, et au centre, un petit tissu blanc soigneusement plié. Elle s'en approcha, elle le déplia. À l'intérieur, un message écrit à la main, sur une feuille d'écorce. La bonté est un chemin qui mène plus loin que la vie. Ce que tu es, le monde l'a vu. Va, ma fille. Continue de semer. Kotovele. Dany porta une main à sa bouche, émue. Elle s'agenouilla, remercia en silence la vieille femme, où qu'elle soit, puis remit soigneusement le tissu à sa place. En sortant, elle vit Farah. Sa sœur était debout près du manguier, les yeux gonflés, la bouche tremblante, les vêtements salis par la poussière et les larmes. Quand Dany la vit, elle sourit. « Farah, ma sœur, je suis venue pour te chercher. Rentrons ensemble. » Farah tenta de répondre. Son cœur disait « Merci, j'ai besoin de toi. Je veux changer. » Mais sa bouche, blessée par elle-même, refusa. Ce qui sortit fut « Tu crois toujours que tu peux me sauver ? Tu m'énerves avec ta gentillesse. » Dany ne bougea pas. Elle ne se fâcha pas. Elle ne pleura pas. Elle s'approcha doucement. Elle ouvrit les bras et elle prit sa sœur contre elle. Farah s'effigea. Puis elle éclata en sanglots, posant son front sur l'épaule de Dany. Elle ne pouvait pas dire les mots. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle les pensait. Koto les regardait. Ses yeux brillèrent d'une lumière douce, comme si quelque chose venait de s'ouvrir, comme si un chemin venait d'être tracé. Un chemin encore long, encore difficile, mais un chemin. Pour la première fois, Farah n'était plus seule. Et ce moment, cette étreinte silencieuse, fut peut-être la première vraie bénédiction que Farah reçut. Car parfois, la guérison ne commence pas par un miracle. Elle commence par un bras qui ne lâche pas. Les deux sœurs restèrent longtemps enlacées sous le manguier, sans un mot. Le marché s'était vidé peu à peu, comme si le monde avait compris que ce moment n'appartenait qu'à elle. Le vent se leva doucement, soulevant un peu la poussière et faisant vibrer les feuilles comme un souffle bienveillant. Farah tremblait encore. Les sanglots secouaient son corps, mais sa voix, elle, refusait toujours de se plier à sa volonté. Chaque fois qu'elle essayait de dire un mot tendre, c'était une gifle verbale qui sortait malgré elle. Dany le savait, elle avait compris. Elle savait que sa sœur n'était pas sa bouche. Elle était ce qu'elle essayait d'exprimer, pas ce qui sortait contre son gré. Alors elle murmurait à son oreille « Je suis là, tu n'es pas seule. Tu n'as pas à parler pour que je t'entende. » Farah pleura encore plus fort. Au même moment, Koto approcha. Ses pas ne faisaient presque pas de bruit, mais son regard brillait d'une intensité silencieuse. Il posa doucement sa tête contre le genou de Farah. La jeune fille sursauta, par réflexe. Elle recula un peu. Puis, pour la première fois depuis son retour, elle posa la main, timidement, sur la tête de Koto. Une chaleur monta dans sa paume. Une chaleur douce, presque guérisseuse. Farah soupira. Un soupir différent. Comme si la colère quittait son corps ne serait-ce qu'un instant. Elle essaya de dire « Merci ». Mais ce qui sortit fut « T'approches pas trop. Tu vas me salir !» Elle porta immédiatement la main à sa bouche, horrifiée. Elle s'écroula à genoux, épuisée par ce combat interne qu'elle ne contrôlait plus. Koto ne bougea pas. Il s'assit simplement devant elle, regardant son âme plutôt que sa voix. Dany posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Ce n'est pas grave », murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin que tes mots soient justes pour que ton cœur guérisse. Tu as juste besoin d'avancer. Un pas, puis un autre, et je marcherai avec toi. » Les mots de Dany étaient comme des tissus posés sur des blessures, doux, enveloppants, stabilisants. Farah voulut répondre, mais Koto s'approcha encore, très lentement, et posa sa patte sur son poignet. La jeune fille retint son souffle. Un étrange calme descendit sur elle, comme une pluie fine après une longue sécheresse. Pas une guérison, pas encore, mais un apaisement, une brèche dans la tempête. Dany aida sa sœur à se relever. Elles quittèrent le marché ensemble, marchant sous le ciel qui prenait des couleurs d'or et de rose. Les collines se découpaient en ombres douces, et dans le silence de la route, chaque pas semblait un fil qui recousait quelque chose de fragile entre elles. Farah trébuchait souvent. Dany la rattrapait sans un mot. Chaque fois que Farah tentait de parler, un venin sortait contre sa volonté. Mais Dany ne réagissait pas. Elle savait que les mots de Farah n'étaient que la surface. La douleur, elle, était ailleurs. Le chemin fut long. La lumière déclinait lentement. Koto marchait derrière elle, gardien silencieux. Quand elles arrivèrent enfin en vue du village natal, les premiers enfants qui jouaient dans la cour s'arrêtèrent net. Les mères sortirent sur le seuil de leur maison. Un murmure se répandit comme une onde dans l'air. Dany est revenue, et Farah aussi. Elles sont ensemble. Le vieux berger accourut quand il les vit. Il s'arrêta à quelques pas, comme frappé par l'émotion. Puis il avança. Ses pas étaient lents, mais son cœur courait. « Mes filles,
Il ouvrit les bras. Dany s'y jeta en premier. Farah resta en arrière, honteuse, le visage baissé. Le berger s'approcha doucement d'elle, posa la main sur sa joue, malgré les insultes qui continuaient à vouloir sortir. Elle recula, voulant dire « Ne me touche pas ». Ah, mais ce qu'elle voulait dire réellement était « Papa, j'ai peur ». Le berger soupira doucement. « Ma fille, tu n'es pas ta voix. Ta voix n'est que la conséquence. Ton cœur, lui, est encore vivant. » Farah ferma les yeux et des larmes chaudes coulaient à nouveau. Dany prit sa main. « Viens, rentrons. Tout commence maintenant. » Les jours suivants furent difficiles. Farah ne guérit pas d'un coup. Il n'y eut pas de miracle instantané. Pas de transformation magique. Seulement un travail. Un long travail. Et Dany. Dany qui restait près d'elle, qui lui parlait, qui la calmait quand les mots la trahissaient. Dany qui lui rappelait chaque jour « Ta voix est malade, pas ton âme ». Koto venait souvent s'asseoir près de Farah, sans rien demander, sans rien attendre. Parfois, elle posait sa main sur lui et sentait un peu de chaleur, un peu de paix, un peu de lumière. Les anciens racontent aujourd'hui que Farah finit par changer. Pas en un jour, ni en une semaine, ni même en un mois, mais petit à petit, à force de gestes, à force de silence, à force de larmes, à force de persévérance. Un matin, alors qu'elle aidait Dany à arroser les fleurs, elle voulut dire « Elles sont belles !» Et elle le dit. Pas une insulte, pas un venin, juste des mots, bonds, sincères, purs. Dany la regarda, les yeux écarquillés. Farah mit rapidement une main devant sa bouche, choquée. Puis elle pleura, de joie et de soulagement. Koto, à côté d'elle, remua légèrement la queue. La route était encore longue, mais pour la première fois, la lumière touchait enfin sa bouche. Et dans une maison vide, loin du village, sous un toit de feuilles tressées, la vieille femme, où qu'elle soit, souriait sûrement. Parce que le monde rend toujours ce qu'on lui donne. Et parfois, quand un cœur s'ouvre enfin, il rend même un peu plus. Le changement de Farah ne passa pas inaperçu. Les premiers jours, les habitants du village ne savaient pas quoi penser. Ils restaient méfiants. Ils observèrent de loin, se demandaient si ce n'était pas un hasard, ou une ruse, ou simplement une accalmie passagère. Mais Dany, elle, savait. Elle voyait les petites choses que les autres ne remarquaient pas. Comment Farah respirait profondément avant de parler. Comment elle fermait les yeux pour retenir une pique. Comment elle posait la main sur sa poitrine quand sa colère voulait remonter. Elle voyait aussi ses efforts silencieux, comme quand elle rangeait la cour sans rien dire. Ou qu'elle s'excusait avec les gestes quand sa bouche refusait de coopérer. Et surtout, Dany voyait ce que les autres oubliaient. Ce n'est pas la perfection qui prouve qu'on change, mais la lutte. Un matin, Farah suivit Dany au marché pour l'aider à installer sa petite boutique de fleurs. C'était la toute première fois. Dany posa doucement les paniers. Des fleurs rouges comme la terre battue, des blanches comme la lumière du matin, des jaunes comme le soleil à midi. Farah, maladroite, tenta de l'aider. Elle renversa un seau d'eau. Elle écrasa une tige sans faire exprès. Elle s'excusa, avec les mains, les yeux, le corps, car les mots ne venaient pas encore. Les femmes du marché regardèrent la scène avec prudence. Certaines chuchotaient « Elle joue un rôle, c'est pour attirer la sympathie ». Méfiez-vous, Farah les entendit. Son cœur se serra. La colère monta, pas contre elle, mais contre elle-même, contre sa propre histoire. Elle ouvrit la bouche pour se défendre et sentit la vieille amertume remonter. Alors Dany posa sa main sur la sienne. Juste ça, une main, un geste, et la tempête redescendit. « Ce n'est pas grave », murmura Dany. « Tu n'as pas besoin de parler, continue juste. » Un geste après l'autre. Farah hocha la tête, les yeux brillants. Les semaines passèrent. Dany devenait une figure aimée du marché, presque comme une fleur vivante parmi les autres. Son succès grandissait, mais elle restait toujours humble. Elle partageait ses gains, aidait les veuves, donnait des fleurs pour les baptêmes, les funérailles, les mariages. Les diamants, eux, étaient bien gardés, mais presque jamais utilisés. Elle ne voulait pas d'une vie de luxe. Elle voulait une vie de sens. Farah, elle, revenait chaque jour au marché. Pas par obligation, pas par honte, mais par nécessité. C'était là, parmi les gens, qu'elle pouvait se reconstruire. Les premiers progrès furent petits. Un bonjour murmuré sans que la voix le déforme. Un merci qui sonnait juste, un rire sincère au lieu d'un rire moqueur. Les femmes du marché commencèrent à remarquer. Les enfants aussi. Et peu à peu, quelque chose changea dans leur regard. Ce n'était pas encore de la confiance, mais ce n'était plus de la peur. Un soir, alors que le soleil se glissait derrière les collines, Dany et Farah rentraient ensemble par le sentier poussiéreux qui menait au village. Le ciel était violet. L'air sentait la terre chaude. Le vent faisait onduler les hautes herbes comme une mer douce. Farah, silencieuse, marcha longtemps sans parler. Puis, d'une voix hésitante, elle dit « Dany, tu crois que je pourrais redevenir comme avant ?»
Les mots étaient un peu rugueux, mais compréhensibles. C'était déjà un miracle. Dani sourit doucement. « Non ?» Farah s'arrêta brusquement. Ses yeux se remplirent de peur. Dani tourna la tête vers elle. « Tu ne redeviendras pas comme avant. Ce serait trop peu. Tu deviendras meilleur qu'avant. Parce que maintenant, tu connais le chemin. Et tu sais ce que c'est que de se perdre. Les gens qui ont retrouvé leur chemin marchent toujours avec plus de lumière. » Farah sentit son cœur se serrer. Pas de douleur. The gratitude. Elle voulut dire « merci ». Ce n'est pas ce qui sortit. Mais sa main se glissa dans celle de sa sœur. Et c'était suffisant. Une nuit, alors que tout le village dormait, Farah fit un rêve. Elle était debout dans la case de la vieille femme. Le feu brûlait doucement. La vieille dame était là, assise sur son tabouret, comme si elle n'était jamais partie. Koto aussi. À ses pieds, brillant comme une flamme blanche. La vieille femme ne parla pas. Elle la regarda simplement. Et dans ce regard, Farah vit tout. La douleur, la déception, mais aussi la possibilité d'être pardonnée si elle continuait à changer. Au moment où la vieille femme tendait la main vers elle, Farah s'éveilla en sursaut. Son cœur battait très vite. Elle chercha sa voix. « Je veux changer. » Les mots sortirent. Lents, douloureux, mais vrais. Et cette fois, aucune insulte ne vint les remplacer. Le lendemain, tout le village parla de ce qui venait d'arriver. Certains dirent que la malédiction avait disparu. D'autres disaient qu'elle s'était brisée parce que Farah avait enfin accepté sa propre noirceur. Mais Dani, elle, savait une autre vérité. Ce n'était ni un miracle ni une punition. Ce n'était pas de la magie ni un châtiment. C'était juste la vie, parce que la lumière finit toujours par revenir, quand le cœur accepte l'ombre qu'il a laissé grandir. Et Farah, ce jour-là, devint vraiment une autre personne. Pas par enchantement, par choix, par vérité, par courage. Et surtout, par amour, qu'elle avait finalement appris à recevoir. Les jours qui suivirent marquèrent le début d'une nouvelle saison. Pour les deux sœurs, une saison qui ne ressemblait à aucune autre. Le village entier semblait s'adapter à leur transformation. Dani, avec sa douceur habituelle, poursuivait sa route de lumière. Farah, elle, apprenait à vivre autrement, pas à pas, mot après mot, silence après silence. Un matin, alors que Dani arrosait les fleurs devant leur maison, Farah s'approcha timidement. « Je peux t'aider ?» Les mots étaient hésitants, encore un peu râpeux, mais ils étaient vrais. Dani leva la tête et sourit immédiatement. « Oui, bien. » Elle t'attendait. Farah prit l'arrosoir. Ses gestes étaient maladroits, presque tremblants. Elle arrosait trop ou pas assez. Elle renversait parfois un peu d'eau en dehors des pots. Dani ne dit rien. Elle corrigeait doucement, sans jugement. Et Farah, pour la première fois, ne se sentit ni inférieure, ni ridicule. Elle se sentit guidée. Pendant ce temps-là, Koto les observait depuis l'ombre du manguier, immobile comme un gardien. Ses yeux brillaient de cette lueur ancienne qui n'appartenait pas au monde ordinaire. Parfois, son regard s'attardait plus longtemps sur Farah, non pas pour la surveiller, mais pour l'encourager, comme s'il voyait la lumière nouvelle qui commençait à pousser en elle. Un jour, le vieux berger réunit les deux sœurs. Il était assis sur son tabouret, sa canne posée à côté. Le vent léger faisait bouger les feuilles autour d'eux. « Mes filles, » commença-t-il, « il est temps pour moi de vous confier une vérité. » Les sœurs se turent. Même Koto se rapprocha un peu. « Quand la vieille femme vous a accueillis, ce n'était pas un hasard. C'était une épreuve. Pas pour vous punir. Pour vous révéler, » il regarda Dani. « Toi, ma fille, tu as montré ce que la lumière peut faire quand elle est partagée. Le monde t'a simplement renvoyé ce que tu portais en toi. » Puis il se tourna vers Farah. « Et toi, tu n'as jamais été mauvaise. Ton cœur était beau, mais il était recouvert de blessures non dites, de douleurs que tu as transformées en arrogance. La vieille femme ne t'a pas puni, elle t'a montré ton reflet. Et c'est ce reflet que tu combats depuis tout ce temps. Ce n'est pas ta voix que tu dois réparer, c'est ta douleur. » Farah baissa la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle ne sanglota pas. Elle accueillit les mots. Elle les accepta. « Papa, » dit-elle lentement, « je veux vraiment changer. Cette fois, je veux vivre autrement. » Sa voix se brisa, mais aucune insulte ne sortit. C'était la première vraie phrase qu'elle prononçait depuis longtemps. Dani posa une main sur l'épaule de sa sœur. Le berger sourit, et Koto cligna des yeux, comme satisfait. Les semaines passèrent, et le village fut témoin de quelque chose que personne n'aurait imaginé. Farah, l'ancienne langue de feu, devenait la jeune femme la plus patiente du marché. Ce n'était pas parfait. Parfois, quand elle était fatiguée ou frustrée, sa voix dérapait encore. Mais jamais comme avant. Jamais avec la même violence. Et surtout, elle faisait un effort sincère. Elle aidait les anciennes à porter leurs paniers. Elle réparait les calebasses fissurées. Elle jouait avec les enfants. Maladroitement au début.
Puis avec un vrai rire qui revenait peu à peu, elle saluait les gens du village. Tous ne répondirent pas immédiatement, mais certains si, puis d'autres, puis beaucoup. Et chaque petit sourire qu'on lui rendait devenait une lumière dans son cœur, un éclat qui réparait une fissure. Un soir, alors que le soleil finissait de mourir derrière l'horizon, Dani proposa quelque chose à sa sœur, Farah. Et si on retournait ensemble sous le manguier? Farah s'immobilisa. Là où tout a commencé? Demanda-t-elle. Oui. Je crois que quelqu'un nous y attend encore. Peut-être pas dans un corps, peut-être pas dans une case, mais dans un souffle. Farah sentit son cœur battre plus vite. Elles partirent. Le chemin leur semblait différent, moins lourd, moins chargé de souvenirs douloureux. Quand elles arrivèrent au manguier, la case était toujours vide, la porte entr'ouverte, le sol balayé par le vent. Dani déposa un bouquet de fleurs devant l'entrée. « Merci pour tout, maman !» murmura-t-elle. Farah s'avança. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. « Je suis désolée. » Pour tout. Les mots sortirent. Claire's, sincère, droitement. Farah porta une main à sa bouche, surprise. C'était la première fois que sa voix ne la trahissait plus. Un souffle chaud parcourut la case. Non pas un vent ordinaire, un souffle, ancien, forgé de sagesse. Koto leva doucement la tête, les oreilles dressées. Il regarda l'intérieur de la case, puis les deux sœurs. On aurait dit qu'il souriait. Le vent se leva, les feuilles du manguier se mirent à frissonner. Et dans ce frisson, dans cette vibration, dans cette lumière qui traversa les ombres, les deux sœurs comprirent. La vieille femme était partie, mais pas disparue. Elle les avait laissées au seuil de leur destin. Farah sentit quelque chose s'ouvrir en elle. Un nœud, longtemps serré, se défit doucement. Elle respira profondément. « Dani, je veux vivre autrement. À partir d'aujourd'hui, je veux donner ce que j'ai jamais su offrir. De la paix et de la lumière. » Dani l'attira contre elle. « Alors tu n'as pas seulement changé, Farah, tu es née une deuxième fois. » Koto aboya doucement, comme pour marquer l'instant. Les légendes du village racontent que, depuis ce jour, la voix de Farah n'a plus jamais porté d'amertume. Elle ne fut jamais aussi douce que celle de Dani, mais elle fut juste, sincère, honnête. Et c'était bien mieux, car certains cœurs ne naissent pas parfaits. Ils se forgent dans le feu, dans les erreurs et dans les blessures. Et ceux qui se relèvent brillent souvent plus fort que ceux qui n'ont jamais chuté. On raconte aussi que Koto continua de veiller sur elle, longtemps encore, apparaissant parfois sous la lune, disparaissant au matin, comme un esprit gardien, et que la vieille femme, où qu'elle soit, sourit chaque fois que deux sœurs s'aiment assez pour réparer ce que le monde croyait perdu. Parce que dans la vie, la lumière ne punit jamais l'ombre. Elle l'attend. Et quand l'ombre accepte enfin d'être regardée, elle devient, elle aussi, de la lumière. On raconte encore, dans les villages où poussent les manguiers touffus et où les vents portent les secrets, que l'histoire de Dani et Farah n'était pas seulement celle de deux sœurs. C'était l'histoire de deux chemins. Le chemin de la lumière, qui avance sans bruit, et le chemin de l'ombre, qui crie parce qu'elle a peur. Les anciens disent ceci. La bonté est une graine, la douleur aussi. Ce que tu plantes dans ton cœur pousse toujours dans ton destin. Et quand les mères bercent leurs enfants le soir, elles murmurent une autre maxime. La lumière n'est pas née pour détester l'ombre. Elle est née pour la guider. C'est pourquoi on parle souvent de Dani, la fille aux paroles claires. Son commerce de fleurs est devenu un lieu de paix. Les voyageurs qui entrent dans son village disent qu'ils sentent l'air devenir plus léger, comme si quelqu'un avait posé la main sur leur épaule pour apaiser leur fatigue. Dani ne s'est jamais enrichie de ses diamants. Elle les a gardés dans une petite jarre qu'elle ouvre parfois pour aider une veuve, réparer un toit ou envoyer un enfant à l'école. Son cœur n'a pas changé, il s'est agrandi. Quant à Farah, les anciens aiment raconter qu'elle fut un exemple rare. Non pas l'exemple de la perfection, mais celui de la renaissance. On dit qu'elle devint une femme forte, patiente, attentive aux autres, qu'elle apprit à écouter le silence avant de parler, qu'elle devint celle que l'on consultait quand quelqu'un avait fait une erreur difficile à réparer, parce qu'elle comprenait la chute mieux que quiconque. Et c'est ainsi qu'un soir, près du feu, elle dit à une jeune fille en larmes « Tu n'es pas ce que tu as été, tu es ce que tu choisis de devenir. Chaque jour est une porte. Ouvre la bonne. » Ces paroles, les gens les répètent encore. Et que dire de Koto? Koto, le chien blanc qui n'en était pas vraiment un, le gardien silencieux, le témoin, le guide. Certains disent qu'il appartenait au monde des esprits. D'autres disent qu'il était la forme vivante d'une bénédiction ancienne. Les enfants racontent entre eux qu'il apparaît parfois sous la lune, près de l'ombre du manguier, et qu'il observe les voyageurs pour lire dans leur cœur. On dit aussi que quand deux personnes en conflit s'approchent du marché, le vent devient soudain plus frais et les feuilles tremblent légèrement. C'est le signe que Koto veille,
Ainsi se termine cette histoire que les anciens transmettent encore. Une histoire qui dit que même le cœur le plus troublé peut apprendre la paix, que même la voix la plus blessée peut retrouver la douceur et que le destin ne punit pas. Il enseigne. Une histoire qui rappelle que la lumière n'exige pas d'être parfaite. Elle demande seulement d'être choisie. Et que, parfois, dans un monde où l'ombre grandit vite, une seule main tendue, un seul mot sincère, un seul geste de bonté peut faire basculer toute une vie.